Ladies and gentlemen, right now. Holocratie. Bonjour à tous, du coup je m'appelle Christophe, je suis le fondateur de Slight. Et du coup je suis là pour parler de notre mode de travail en remote. Juste pour avoir une idée, qui ici travaille ou a déjà travaillé en remote? Ah ok, trop bien. Mais du coup pourquoi vous êtes là? Bon. Ok, je pensais pas du tout qu'il y aurait autant de monde, donc trop bien. L'idée c'est vraiment de vous faire un retour de notre expérience. Comme vous le savez, du coup, pour tous ceux qui travaillent en remote, il y a une itération permanente sur la manière de travailler pour vraiment s'adapter en fait aux personnes qui sont en remote et pour qu'elles se sentent bien dans la boîte, qu'elles se sentent accompagnées, etc. Et que juste ça marche parce que c'est un modèle qui est très différent, on a des contraintes différentes, on a des avantages différents, etc. Donc juste petite entrée en matière juste sur ce que je veux dire par remote, que ce soit clair. Pour moi, il y a plusieurs manières de considérer des sites de travail. Donc il y a plusieurs offices. Pour moi, c'est pas du remote, en tout cas, je considère pas que ce soit du remote. Le côté télétravail, en tout cas, ce que j'entends par télétravail, alors que c'est une traduction littérale de remote à la française, on va dire, c'est souvent une personne qui prend une journée, qui va travailler chez soi une fois par jour de temps en temps. Je pense que c'est une problématique qui est différente aussi, donc je l'aborde pas du tout. Et les satellite workers, donc en gros une ou deux personnes remote dans une boîte de 150, c'est généralement un setup qui est très spécial et qui n'affecte pas la culture de l'ensemble de la boîte. Pareil, j'en parle pas. Au contraire, donc, pour moi, le reste du remote, ça commence un petit peu à droite et ça va se décliner sous plusieurs formes. Vous pouvez avoir des teams qui sont en remote sur la même time zone, potentiellement même dans le même pays. À côté de ça, on va avoir des teams qui sont sur 3-4 time zones, c'est notre cas. Et au contraire, on va avoir des Zapier, par exemple, qui sont répartis dans l'ensemble de la planète, et notamment avec des collaborateurs qui vont être à 12 heures exactes de décalage. Ça va sans dire que tout ça, c'est pas du tout le même type de travail. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup d'itérations et qu'en fait, quand on est en remote, forcément, on s'adapte à la typologie des personnes qui sont à la boîte et on va dire au stade de remote dans lequel on est. Donc ouais, une question qui est toute conne, mais étant donné qu'il y a tant de monde en remote, je pense que vous êtes assez avertis sur le sujet. Est-ce que c'est possible d'avoir une boîte qui marche en remote? Il y a des exemples qui sont ultra connus maintenant, qui marchent très bien. Zapier, c'est 250 personnes complètement réparties en remote. Buffer, c'est 100 personnes. WordPress, donc en fait c'est la maison de WordPress qui est en remote. Je ne sais même pas combien de personnes c'est, mais vous le connaissez tous, c'est un succès incroyable. InVision, c'est maintenant, je crois que c'est 800 personnes. Et on ne parle pas que de tech, de produits, etc. C'est l'ensemble des sales, marketing, etc. qui sont en full remote dans ces boîtes-là. Et en part remote, on a du Stripe, du Mozilla, du GitHub, etc. Ça devient un peu la norme pour toutes les boîtes tech maintenant, simplement parce que pour recruter, c'est 1000 fois plus simple. Et je pense très forcément que l'ensemble des boîtes vont commencer à faire ça. Et toutes ces boîtes d'ailleurs qui ont commencé à prendre des remotes en tech commencent à le faire sur du marketing, sur de la com, sur du sales, etc. Donc oui. Et la deuxième question, et tu l'as introduite tout à l'heure Claire, est-ce que ça peut être utile pour une boîte qui n'est pas remote d'entendre parler de ça? Si vous pouvez partir, c'est plein de soucis. Mais oui, absolument. Genre, pour moi, c'est l'apprentissage numéro 1 d'être en remote. C'est qu'on remet en permanence en cause son modèle d'organisation. Et en fait, ça nous fait avoir des contraintes qu'on aurait de toute façon à 100 personnes. À 100 personnes, on ne peut pas connaître tout le monde dans la boîte. On ne peut pas être dans les mêmes bureaux que tout le monde. On ne peut pas travailler de la même manière. Et ça, en fait, quand on est en remote, à partir de 2 personnes, on a cette contrainte et du coup, ça nous fait travailler mieux. Mais je suis sûr que ces best practices qu'on en ressort s'appliquent à des boîtes plus grandes. Donc juste sur Slight. Donc Slight, c'est une boîte qu'on a lancée il y a 2 ans et demi. C'est un espace de travail collaboratif pour les teams qui permet d'avoir toute l'information qui est importante à un seul endroit. Donc ça vous permet d'avoir votre wiki, vos handbooks, tout ce qui va être votre documentation, vos notes de meeting, vos one-one, etc. Tout à un même endroit et par défaut accessible aux bonnes personnes. C'est une boîte qui s'applique très bien aux boîtes en remote, parce que comme je vais en parler derrière, en remote, on n'est pas dans la même pièce, on n'est pas forcément réveillé au même moment, il faut absolument que tout soit documenté, il y a une culture de l'écrit qui est nécessaire à ces boîtes-là. Maintenant, ça s'applique évidemment, et la grande majorité de nos boîtes ne sont pas en remote, ça s'applique à l'ensemble des boîtes, parce que cette pratique, elle change radicalement la manière dont on travaille en bien mieux. Je l'ai lancé donc avec Pierre, on était tous les deux à Paris, donc c'était en août 2016, et j'ai juste fait un petit résumé pour vous montrer un peu l'état dans lequel on est, et pour vous montrer aussi que j'arrive vraiment avec juste nos apprentissages, mais on est petit, on est une boîte de 14 maintenant, et comme vous allez le voir, on a encore plusieurs personnes qui sont au même endroit, mais on est passé un peu par tous les stades.
Donc en gros, Pierre et moi avons lancé Slide. Très rapidement, on rencontre Arnaud. Quand on commence à recruter, donc au bout de 2-3 mois, il est excellent, etc. On le connaît par des potes de potes. Et il est à Tours, il est avec sa femme à Tours, il va pas bouger. Et on était, en fait, ça ne posait absolument aucun problème. Donc on a commencé avec Arnaud sans vraiment y penser. Et ça nous a juste lancé sur la voie du remote. Ce qui s'est passé, c'est que dans l'année qui a suivi, on a recruté 4-5 personnes, mais tout le monde au même bureau. Donc on avait vraiment un bureau. Au début, on n'était pas censé être en remote. Et une personne, un autre développeur senior, qu'on a commencé à recruter à Lyon. Et alors on a eu une petite interlude, on est tous allés, on a été incubés dans un accélérateur américain, donc on est tous allés dans la même maison, ce qui est à peu près l'extrême opposé, c'est-à-dire qu'on vivait, qu'on travaillait dans le même endroit, l'extrême opposé du remote. Et enfin, donc c'était il y a 1 an et demi, on est rentré en France, on a levé un round d'investissement et on s'est mis à recruter un peu partout au Brésil, dans le sud de la France, en Corée, au Vietnam, etc., un peu à Paris. Et on commence à avoir des moves où, c'est pas grave, on commence à avoir des moves où concrètement les personnes commencent à partir de Paris. On avait un bureau, on commence à le quitter. Justement, on va vers des espaces de coworking parce qu'en fait, ça ne correspond plus du tout à notre manière de faire. Et en fait, dans l'année et demie qui a vraiment suivi ce round d'investissement, en fait, peu à peu, on a commencé à s'éclater, à partir complètement remote. Ce qui a évidemment fait pas mal changer nos pratiques. Donc voilà. L'idée, c'est vraiment après cette longue introduction, c'est vraiment de vous donner un peu l'output de ce qui pour nous sont les principes cœur qui permettent au remote de marcher dans des teams et qui pour moi sont applicables à quasiment toutes les boîtes remote. Et quand vous regardez, d'ailleurs c'est assez marrant, quasiment toutes les boîtes remote sont très transparentes parce que ça correspond à une valeur. Du coup, elles ont leurs valeurs publiées et dans toutes leurs valeurs, vous allez voir des trucs qui sont là-dedans. Le premier, c'est la confiance. C'est absolument nécessaire. Vous avez une personne, typiquement, je sais pas, on a Rob et Charlet qui étaient à 12 heures de décalage, Séoul, Sao Paulo. Si jamais il n'y a pas de confiance entre les deux, ça pose un énorme problème. Et pareil, si moi je dois manager quelqu'un qui a 8 heures de décalage, si jamais j'ai besoin de croire que la personne va faire son taf, c'est juste pas possible. Il faut juste que la confiance soit naturelle et soit donnée par défaut. Je vais passer en fait en détail sur chacun, mais donc être explicite, avoir une culture de la synchrone, ultra important, de la transparence et avoir une communication qui est à un tout autre niveau que ce que vous pouvez avoir dans une boîte classique. Donc il y a une situation qu'on trouve dans un des handbooks de Buffer qui est très bonne. Si jamais vous avez engagé quelqu'un en qui vous avez confiance, ayez confiance qu'il travaille. En fait, pour moi, c'est juste une citation qui est franchement qui s'appliquerait à n'importe quelle boîte et je pense que c'est ce que je dirais tout du long, mais qui pour une boîte remote est juste essentiel. En fait, on ne peut pas travailler si on n'a pas ça. Le micromanagement est juste impossible. Vous ne pouvez pas être derrière l'épaule de la personne et du coup, vous avez juste besoin de donner la confiance par défaut. Évidemment, ça veut aussi dire que vous devez avoir des processus de recrutement et d'onboarding qui sont ultra clairs. Vous devez être très explicite sur ce que vous attendez de la personne. Est-ce que ça va bien? Est-ce que ça va pas bien? Justement parce que vous êtes à distance et du coup en fait vous avez besoin de monitorer ça et d'expliciter à la personne qui est juste derrière une fenêtre Zoom ou Skype avec vous 1 fois ou 2 fois par semaine si ça se passe bien ou pas parce qu'ils n'ont pas le paraphrasé des bureaux. Le deuxième c'est le fait d'être explicite. Nous c'est une grosse valeur chez Slide. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas explicites quand on travaille et on ne s'en rend pas compte. Ne serait-ce que le fait d'avoir des conflits entre des personnes, souvent c'est non dit dans une boîte standard. Et ça, c'est la meilleure manière de faire exploser une team en remote. Le problème en remote, c'est que si jamais on ne détecte pas le conflit, c'est impossible de l'arrêter. Simplement parce que les personnes ne sont pas au même endroit, les personnes ne parlent pas forcément régulièrement. Et ça peut être fatal pour une boîte. Donc, je vous montre quelques exemples de choses qu'on a rendues explicites et pareil que je pense s'applique à absolument l'ensemble des boîtes. Ça va être que des notes Slide que vous allez voir, donc c'est des choses que évidemment Slide permet de manière très simple. Quelque chose qui est essentiel, qui est pour moi une best practice qui peut être appliquée dans toutes les boîtes, c'est la scorecard. C'est quand vous recrutez, vous dites explicitement ce à quoi vous attendez de la personne, quelles sont ses missions, quels sont les outcomes auxquels on s'attend, quelles sont les compétences sur lesquelles on va noter la personne. Et notamment, ça permet d'avoir des rounds de recrutement. On a plusieurs personnes qui sont en remote, qui vont scorer la personne sur les mêmes choses.
et qui vont être alignés sur qu'est-ce qu'on attend de cette personne. Est-ce que tous les deux on est en train de faire le même entretien, ou est-ce que en fait toi tu recrutes pour un directeur de communication et l'autre pour un poste junior. Et après évidemment ça dépend de vos boîtes, mais est-ce que la personne fit avec les valeurs, etc. Donc ça c'est un exemple qui est ultra standard, qui peut s'appliquer dans toutes les boîtes. Role and Outcome, c'est aussi un exemple qui peut s'appliquer dans toutes les boîtes. C'est simplement le fait de quand la personne arrive, en fait on transfère cette scorecard en une note de Role and Outcome, simplement pour lui dire voilà tes rôles, très explicite, voilà les outcomes, donc soit les métriques, soit des choses très mesurables ou identifiables auxquelles on s'attend de toi. Et ça pareil, en fait, ça permet d'avoir juste en fait, une espèce d'interaction où quand moi je me fais, donc c'est la dernière partie, je me fais des one-one avec les personnes toutes les 2 semaines ou tous les mois pour les personnes avec qui je travaille le moins, on sait très bien de quoi on parle en fait. Si jamais le taf se passe pas bien, c'est parce qu'il y a des choses dans ces outcomes qui sont pas claires. Et le truc où le paraphrasé aurait marché dans le bureau, où on aurait fait sentir à la personne qu'il y a quelque chose qui cloche dans son taf actuel, là en fait on a une note très claire qui dit pourquoi est-ce que ça cloche et pourquoi est-ce qu'a priori il y a quelque chose qu'il faut fixer. Le dernier, c'est des documents qui sont plus larges. Ça, c'est typiquement un document qu'on partage en interne sur quelle est notre stratégie de l'année, etc. Et c'est quelque chose auquel tout le monde peut se référencer. Et ça permet en fait d'avoir quelque chose où personne ne se pose de questions à aucun moment. C'est-à-dire que qu'on soit dev, produit, marketing, sales, etc., il n'y a pas de questions en fait. Tout est accessible au même endroit. Par défaut, c'est public pour l'ensemble de la boîte. Le troisième point, c'est l'asynchrone. C'est assez évident. Vous êtes dans une organisation où il y a quelqu'un qui est, encore une fois, à Sao Paulo et l'autre personne qui est à Dublin. Ils ne vont pas se réveiller en même temps, ils ne vont pas travailler en même temps sur les mêmes choses. Si jamais la personne qui se réveille en dernier, donc dans ce cas-là, Sao Paulo, a besoin de quelque chose alors que la personne de Dublin est en train d'aller se coucher, en fait, vous avez perdu un jour de travail. Et du coup, pour résoudre ce problème, par défaut, toute l'information, toute la communication va être faite en asynchrone. Ce que j'ai mis en dernier, your communication items should have, devrait avoir des demi-vies différentes. C'est un peu ce terme qui est assez intéressant de dire que toutes les informations que vous avez, que ce soit dans Slack, que ce soit dans un slide, dans un Google Docs, ce que vous voulez, ont des demi-vies. C'est-à-dire que par défaut, ils sont très très utiles au moment où ils sont créés. Et après, en fait, ils vont décroître d'importance sur un certain temps. Parfois, ça va être un message Slack, ça va être 1 heure. Parfois, ça va être la note de stratégie que je vous ai mis là, ça va durer 6 mois à 1 an. Parfois, ça va être un update que je fais toutes les semaines et ça va être genre 2-3 jours. L'asynchrone vous pousse à avoir des items qui ont au moins une durée de vie de plus d'1 jour, parce que potentiellement certaines personnes ne pourront pas répondre sur le message Slack et dire attends, qu'est-ce que tu racontes, qu'est-ce qui s'est passé? Non, la personne allait dormir, elle ne pourra pas répondre, c'est mort. Donc c'est vraiment une certaine culture. Évidemment, ça va avec une culture de l'écrit. Le 4e point, c'est la transparence. Vous voyez, quasiment tous les points sont ultra interconnectés. La transparence, c'est juste par défaut au maximum avoir le contenu qui soit accessible par tout le monde. C'est pour le même problème que l'asynchrone. Si jamais la personne n'est pas là au bon moment, il faut qu'elle puisse accéder à l'information importante pour prendre les bonnes décisions. Donc en fait, par défaut, nous, c'est vraiment quelque chose chez Slide, mais vous pouvez voir toutes les boîtes remote du monde ont ça à un certain degré. L'information dont la personne a besoin est accessible par défaut. Il y a quelques exemples du coup que je peux vous donner. Évidemment, l'exemple de base, c'est juste le wiki, un handbook. Vous avez quelqu'un qui arrive et qui est onboardé dans une boîte. C'est toujours très marrant les process d'onboarding dans des boîtes remote. Vous connaissez rien à la boîte. Vous ne pouvez pas aller à la machine à café pour parler avec la personne en charge. Comment est-ce que vous faites pour vous faire onboarder? Et évidemment, là, la knowledge écrite a énormément d'importance. Et par défaut, c'est un peu la pièce de base, mais le handbook doit être accessible à tout le monde. Donc voilà, vous pouvez voir un peu des exemples, mais ça va très loin. On va voir, je sais pas, comment répondre au support, parce que tout le monde fait du support chez Slide. Quelles sont les valeurs, comment marche le remote justement chez nous, comment marche l'equity, ce genre de choses. Par défaut, en fait, si jamais moi je suis couché, il faut que la personne qui soit en train d'être onboardée puisse avoir accès à cette information. On va voir tout ce qui va être project management. Alors en réalité, on est en train de développer un peu aussi quelque chose autour de ça en ce moment, mais l'idée c'est tout notre project management, on va utiliser pour le tracking et les tickets un outil tierce.
mais l'information sur chaque gros projet, on va l'avoir dans Slide, dans une note. Et tout le monde en fait peut savoir quel est le statut de ce projet, quels sont les sous-projets en cours, etc. C'est exactement comme avoir un Asana qui est partagé dans l'ensemble de la team. C'est juste par défaut, tout le monde peut aller consulter qu'est-ce qui est en cours, etc. Il faut juste que ce soit là. Et en fait, on parle de ça, mais dans les boîtes tech et produits, c'est juste standard d'avoir un système de ticketing ou de project management. Mais du coup, dans une boîte comme BAP, si jamais vous n'aviez pas encore les HR et les admins qui avaient leur project management sur un outil, ça poserait, en fait, ça serait juste impossible en remote. Comment est-ce qu'on suit ce qui est en train de se passer, etc. C'est absolument impossible. Et le dernier qui est un des plus importants, c'est l'onboarding. Vous avez, c'est une template ça qu'on duplique à chaque fois que quelqu'un arrive chez Slide. Et l'idée, c'est que on assigne 2 personnes, un mentor, un buddy, qui vont un petit peu tailor son onboarding. Donc ça, c'est juste une template. Derrière, elle est très très longue. Et l'idée, c'est juste que, pareil, le nouvel arrivant a une vision très claire sur quelles sont les choses importantes à regarder pour l'instant, si jamais j'ai une question à qui je m'adresse, etc. Pareil, ça c'est directement vu visible et accessible par défaut par tout le monde. Donc ouais, la dernière partie, c'est vraiment la communication. Je pense qu'un des préjugés de la plupart des personnes qui n'ont jamais fait de remote ou qui n'ont jamais travaillé dans une boîte remote first, c'est qu'une boîte qui est en remote, les gens ne se voient pas et du coup communiquent moins et vont se dire ouais mais je vais me sentir ultra seul au taf tous les jours. C'est vraiment l'inverse, je suis persuadé que les boîtes en remote quand elles travaillent bien communiquent 1000 fois plus mais ont beaucoup moins d'échanges informels. On a moins la machine à café. Moi, quand je veux parler avec un dev, et je peux le pinguer pour n'importe quoi, hein, c'est-à-dire ça peut être juste WhatsApp, qu'est-ce qui se passe, je sais qu'il était en train de retaper sa maison, je vais juste le pinguer, genre échanger en 2 secondes, mais je vais devoir faire l'acte conscient de le faire. On va pas pouvoir s'être croisé à la machine à café. Et ça, du coup, en fait, ça force simplement à créer des rituels comme ça, où ces actes conscients, on les réplique en permanence. Donc quelques exemples. Ça c'est un exemple, mais pareil, dans tous les exemples que j'ai donnés, je suis persuadé que ça s'applique à absolument toutes les boîtes au monde. Remote ou non remote. Le shout-out, où simplement on fait du praise public quand quelqu'un a fait quelque chose de génial. Ça permet d'engager toute la team, tout le monde est au courant de ce qui se passe dans les autres équipes ou les autres squads dont ils font pas partie, etc. Les one-one, c'est probablement le plus important. Moi, j'ai mis une petite étoile, c'était pour dire ça. C'est probablement la partie la plus importante de nos rituels. Concrètement, c'est toutes les 2 semaines ou toutes les 3 semaines, tous les mois, selon le taux d'interaction que vous avez à la personne, avoir un moment privilégié, soit avec vos pairs, soit avec vos managers, etc., pour parler en fait de tous les sujets. Il y a beaucoup de personnes qui prennent les one-one comme un moment de travail. Ça peut être un moment de travail. Pour moi, c'est un fallback. C'est-à-dire que par défaut, il y a un agenda qui est prêt. Donc en gros, on a nous, alors c'est comme ça qu'on les fait avec Pierre, mon associé. On a à chaque date, on a la date, un takeaways, @Pierre, @Christophe, on met nos trucs en avance et on peut travailler dessus en asynchrone. Et pour les points où on a vraiment envie d'interagir, on attend le Zoom, enfin le call qu'on a, et on interagit par oral. L'énorme avantage, c'est d'avoir un moment pour les personnes avec qui vous travaillez, surtout pour les managers, d'avoir un moment où en gros vous arrivez à créer de la confiance avec la personne avec qui vous travaillez. Où vraiment l'idée c'est de dire c'est un moment pour le manager et tout ce qui n'est pas clair, les questions sur potentiellement l'orientation de la boîte, potentiellement sur ce qu'on attend de lui ou d'elle. Toutes les questions en fait auxquelles vous pensez pas, c'est vraiment ce moment où on peut s'en préoccuper. Ensuite, c'est genre toutes les tâches plus running, potentiellement des feedbacks négatifs si jamais il y a eu des trucs qui sont pas bien passés, etc. C'est un moment privilégié pour ça. Et dernière partie, c'est si jamais juste on s'est dit, enfin on est très clair, etc. Potentiellement on cut avant. Sinon, on peut travailler sur des sujets très concrets avec la personne. Moi, j'ai énormément de mes one-one qui finissent sur un whiteboard ou sur une application iPad pour Draw à plusieurs, pour sketcher une solution, un truc de produit, etc. Donc on n'est plus du tout sur du relationnel. Et enfin, Weekly Update, nous c'est une pratique qu'on a pris qui pour nous est très positive, où simplement toutes les semaines,
je publie un update sur comment ça se passe, quels sont nos chiffres, où est-ce qu'on en est, quels sont un peu les focus du moment. Ça te permet d'aligner vraiment toute l'équipe et ça permet de faire un des tâches du CEO qui est vraiment de rabâcher en permanence en fait, des choses qui nous paraissent évidentes mais qui ne sont pas du tout évidentes pour chaque personne de l'équipe. Et ça, c'est un truc que pareil, je recommande absolument à tout le monde. Donc voilà. Ça, c'était les 5 valeurs. Donc, je rappelle, trust, asynchrone, être explicite, la transparence et la communication, merci. C'est les 5 valeurs que j'ai identifiées, honnêtement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, ça ne veut pas dire qu'il y en a plein qui pouvaient se merger. Mais pour nous, c'est un peu les 5 trucs qui sont revenus après 3 ans, avoir fait un peu de remote, un peu à moitié, ensuite à fond. En fait, c'est un peu ça qui est ressorti comme c'est ça qui nous fait marcher aujourd'hui et qui fait qu'aujourd'hui, à chaque fois que je parle avec des gens de l'équipe du remote, je sais que ça se passe super bien, que les gens sont ultra au taquet et qu'il n'y a plus les problèmes qu'on avait au démarrage. C'est parce qu'en gros, on a suivi un peu ces 5 principes. Les 2 limitations qu'on a encore, c'est tout ce qui va être brainstorming. Ça reste un truc qu'on ne peut pas... on ne peut pas y pallier, donc évidemment juste un petit tip, mais enfin, la base c'est juste d'avoir du tooling qui marche, donc en gros d'avoir notamment pour les calls vidéo du Zoom ou des choses comme ça, juste qu'ils soient impeccables, et potentiellement des outils de collaboration et de sketching, donc pareil des applications iPad sur lesquelles on peut collaborer à plusieurs, du real-time board, du Miro, des choses comme ça. Le fait est que malgré ça, on peut avoir le meilleur setup du monde, il y a une limitation où c'est plus dur de réussir à bien brainstormer, de se lever, d'aller sur le whiteboard, etc. Pour pallier à ça, nous, on a simplement en fait, des rencontres physiques très très régulières. Donc toute la team se réunit tous les 2 mois. Et une fois sur 2, on est dans un endroit un peu spécial et on est beaucoup plus sur des sujets high level, on est en off-site, quoi. Donc ça, c'est vraiment pour moi quelque chose d'essentiel. Pareil, c'est quelque chose qui est commun à la quasi-totalité des boîtes remote. Ce qui se passe quand elles scalent, c'est qu'en général, il y a des budgets qui sont alloués pour les sous-teams pour faire leur propre off-site à part. Donc par exemple, Buffer, ils vont avoir une retraite par an, donc 100 personnes encore une fois, donc une retraite par an, mais je sais plus, je crois que c'est la partie data par exemple qui va avoir du budget pour faire 2 autres retraites dans l'année pour se retrouver. Ça, c'est vraiment essentiel. Et le deuxième, c'est l'impact carbone. Évidemment, on est assez loin, on prend beaucoup l'avion pour se retrouver. Encore une fois, ça c'est quelque chose qui touche la plupart des boîtes. Donc pour l'instant, nous on offset pour être carbone neutral. C'est pas une solution qui est idéale. Au moins, ça permet de compenser aussi le trajet du commute. Maintenant, c'est aussi une question de justement, ça revient un peu au début de sur quel niveau de remote est-ce qu'on est. Ça nous pousse nous pas mal à se dire, en fait, c'est clair qu'on va prioriser des recrutements sur nos time zones ou sur les pays qui sont relativement proches, donc l'Europe. Simplement parce que ça nous permet de limiter un peu ce problème, en plus de certains problèmes de communication. Et voilà. Et 2 outputs, désolé, que j'avais mis. Pour moi, c'était en même temps que j'étais en train de réfléchir à me dire à quoi ça peut servir pour des boîtes qui n'étaient pas remote. Je suis persuadé que toutes les boîtes n'ont pas besoin de travailler comme n'ont pas besoin d'être remote. Par contre, elles ont besoin de travailler comme des boîtes remote. Et la raison pour ça, c'est parce que le fait de travailler en remote nous fait travailler nos process en permanence. On itère constamment chez Slide. Et ça, c'est quelque chose qui juste vous fait travailler mieux. C'est dur parce que ça veut dire qu'on met en danger en permanence tout ce qu'on a construit, que les personnes peuvent avoir un sentiment d'instabilité, etc. Heureusement, on a recruté les bonnes personnes, je pense. Mais ça, c'est clairement quelque chose qui... je considère qu'on a une méthode de travail qui marche super bien aujourd'hui et c'est complètement grâce à ça. Donc voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ? Je vais laisser à gauche. N'hésitez pas à lever le bras en avance, comme ça je peux me déplacer entre les... Merci pour ton talk, Christophe. Je souhaiterais savoir comment vous avez fait pour itérer sur le changement d'organisation, par exemple, parce que j'imagine que le fait d'être en remote, d'avoir les équipes en remote, il faut mettre en permanence des questions sur l'organisation. Donc, comment vous avez fait pour itérer concrètement ?
C'était 90% de ça, c'est ah merde, je l'ai pas. Bon, 90% de ça, c'est mes one-one avec Pierre, mon associé. Ou juste, je l'ai pas, c'est pas grave. Ou juste à chaque fois qu'on parle, on est en permanence en train de se dire qu'est-ce qui va pas. Il y a ça qu'on a détecté, telle personne, tu vois, genre telle personne qui est en remote. Il y a un truc qui marche pas. Au début, on était sur toutes les 2 semaines, les personnes qui étaient autour de Paris venaient à Paris. Ensuite, on commençait à se dire non mais 2 semaines. C'est un temps, enfin c'est vraiment trop pour ces personnes-là. Au tout début, on était vraiment quand on avait juste cette seule personne en remote, c'était très problématique. On était 5 derrière des laptops, enfin non, 5 derrière un laptop et lui derrière son laptop de l'autre côté, il n'entendait rien dans la salle, on se faisait des stand-up tous les matins. Et je te cite que les problèmes les plus obvious. En fait, juste au fur et à mesure, on est en constante, on se fait des one-one toutes les semaines avec Pierre. Et en fait, en permanence, on est en train d'en parler. Et juste de se dire, mais qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui ? Et évidemment, moi, en parallèle de ça, je me fais des one-one avec tout le monde. Et c'est un de mes sujets récurrents. Quand on n'a rien préparé, quand on n'a rien prévu dans le one-one, à chaque fois, je rajoute un petit point en mode comment ça marche en remote. À ton avis, qu'est-ce qu'il faut faire de mieux, etc. Donc pour moi, c'est juste la volonté des managers de se dire, genre, d'identifier les problèmes et d'introduire des choses. Et après, évidemment, c'est beaucoup d'intérêt sur la question et de discussions avec des personnes qui sont excellentes sur le sujet, avec qui on parle assez souvent. Ouais. Ouais, alors c'est clair que nous c'est un cas un peu spécial, on est 14 donc on est très petit. Je pense que c'est sur le modèle purement du remote, je pense que c'est-à-dire que c'est galère de scaler une équipe de base, mais je pense que sur la partie remote, en fait, une fois que tu as ton setup qui marche, ça change, enfin, nous ça va pas changer grand chose en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de différence au niveau de chaque individu sur les interactions qu'il a aujourd'hui et les interactions qu'il aura quand on sera 50, 100, 200. Il y a déjà 6-7 personnes en gros en global avec qui la personne travaille principalement. Ça sera plus une question de structure de team plus classique et aussi une grosse problématique, ça va être sur, évidemment nous on est principalement product et tech, c'est comment est-ce qu'on fait grandir l'équipe sur les parties sales, marketing, etc. en remote, où aujourd'hui c'est pas encore quelque chose de standard. Mais bon, je pense que d'ici là, ça sera déjà pas mal ouvert. Bonsoir, merci beaucoup, c'était très intéressant. J'ai une question, est-ce que vous utilisez quand même un outil de communication instantanée type Slack ? Ouais, à fond. Ok, donc vous faites ça dans la même time zone, ceux qui sont dans la même time zone utilisent ces outils-là. Et comment du coup vous faites pour ne pas perdre de l'information dans ça ? En fait, ce qui se passe, c'est que l'information synchrone est dans Slack et le reste est dans Slide. Pour moi, c'est assez naturel en fait. C'est assez marrant parce qu'en fait, je pense qu'on y réfléchit même plus parce qu'on travaille énormément dans Slide. Dans Slack, tu vas avoir vraiment genre le chit-chat ou l'information court terme, les updates, toute la communication. En fait, des choses qui ne demandent pas forcément Ce qu'on remarque en fait de plus en plus, c'est qu'à chaque fois qu'on a besoin de prendre des décisions et qu'on a besoin en fait d'interagir et de débattre, Slack s'y prête pas du tout. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est sur des contenus justement, comme vous avez pu voir, très longue forme. Je prends un exemple, mais par exemple, on fait tous les 2 mois, on a des cycles de 2 mois, nous, on pitch des idées par rapport à des axes stratégiques qu'on a. Et tout le monde dans la boîte peut pitcher des idées. Donc on a un template, on le duplique et on a un peu une manière de dire genre voilà quelle feature est-ce que je pense que serait important pour la boîte. Ça c'est typiquement le genre de choses où ça aurait pu être juste une ligne dans Slack où on dit ah tiens je pense que ce serait cool d'avoir une manière de favorite des notes. Tu vois. Et là l'idée c'est de le faire très différemment en fait, c'est d'avoir vraiment quelque chose de beaucoup plus structuré, beaucoup plus long où la personne est obligée de mettre du temps et de réfléchir à pourquoi est-ce que ça c'est important, pourquoi c'est important maintenant. Tu vois, genre quelle est la data, quel est le retour utilisateur qui me dit que c'est important, etc. Et du coup, en fait, ce genre de choses qui sont liées au decision making sont dans Slide. Et en fait, vraiment Slack, je te dis, il y a une durée de vie de je sais pas, 5 heures, enfin le maximum de time zone qu'on doit atteindre peut-être. Ok. Et du coup, est-ce que vous êtes en mode agile ou pas ? Est-ce que vous travaillez en agile ou pas du tout ? Je suis pas sûr de la nomenclature. Non, mais on travaille en cycle de 2 mois avec. On travaille sur un modèle un peu différent. On travaille en cycle de 2 mois. On est réparti en squad. Donc en gros, l'idée c'est que quand tu es on a tous les cycles de 2 mois, 3 à 4 squads de 3 à 4 personnes.
avec généralement 2 développeurs, un designer et peut-être quelqu'un de tiers, qui travaillent sur un domaine. Donc par exemple là, on travaille beaucoup sur les features pour les boîtes de plus de 50 personnes, features un peu business. L'idée c'est que tout le monde, avant les 2 mois, va pitcher un peu des idées, dire voilà, je pense qu'on devrait faire ça, 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 ça. Notre VP Product va un petit peu genre prioriser avec moi ce qu'on va faire. Et après la squad qui se constitue par elle-même, c'est-à-dire qu'on dit juste voilà les squads avec qui vous voulez travailler, a priori en général ça se passe toujours bien. La squad va simplement pouvoir challenger les pitchs, se dire bah ça je pense qu'en fait c'est pas du tout prio pour telle et telle raison, et commencer à travailler. Ils ont juste un objectif en fait à 6 semaines qui est faire ces pitchs qui sont en fait 4, 5, 6 stories qui peuvent être assez grandes. Par exemple, là, je sais pas, on va lancer un dashboard d'analytics au Soundslide où tu peux voir les notes les plus lues, les notes les moins lues, quels sont les termes de recherche qui n'ont pas de résultats, ce genre de choses. Ça, c'est une des tâches de la squad business, par exemple, pendant ces 2 mois. Et eux s'organisent après. C'est 3-4 personnes, ils ont leur rituel propre à chacun et chaque squad est assez libre de se gérer. Moi, j'avais une question plus sur la différence culturelle entre les nationalités qui sont dans votre groupe de 14. Parce que nous, ça nous arrive d'être en squad avec des gens d'autres pays européens. Alors, il n'y a pas une énorme différence de créneau horaire, mais on n'a pas la même façon de s'exprimer, d'extérioriser nos pensées. Et en squad où on était avec des Slovaques ou avec des Hongrois, on s'est rendu compte que culturellement, parce qu'on n'est pas de la même nationalité, on ne partage pas la même façon d'exprimer les choses. C'est compliqué. Alors nous on a, pour être très transparent, on est beaucoup de Français et on a une personne qui est d'Afrique du Sud et une personne qui est irlandaise. Donc on reste quand même sur des cultures relativement proches. Ah, c'est des gens qui sont dans des pays différents mais qui partagent la même culture. Relativement. Après, c'est vrai qu'il y a un peu de barrière culturelle. Honnêtement, je ne l'ai pas vécu, donc je ne peux pas trop en parler. Il y a la barrière de la langue, qui est, tout le monde parle anglais, tout est écrit en anglais en permanence, etc. Et ça, je sais que typiquement, on parlait de la partie brainstorming, idéation. Ça, c'est un problème. Je sais qu'il y a beaucoup de Français qui ont quand même, évidemment, quand on recrute, on check ça, etc. Mais il y a quand même une petite friction en plus, et c'est beaucoup plus dur pour ces personnes-là de rentrer dans la créativité. Et, donc c'est quelque chose, vraiment on fait avec, j'ai pas de solution. En fait, ce que je voulais savoir, c'est pour toi, le fait de dire attention, Slide, c'est remote first, ça veut dire que nous se présenteront des gens, même s'ils sont de nationalité différente de la tienne, qui communiqueront bien avec toi. Ah oui, mais ça pose absolument aucun problème. Pour le coup, ça revient aux critères de recrutement. Le critère, en fait, si jamais la personne avec qui vous travaillez et pas sur la même longueur d'onde, ne travaillez pas de la même manière, et que ça pose problème, a priori, en fait, il faut que ce soit un critère de recrutement. Enfin, c'est juste genre, voilà. Enfin, pour moi, ça peut être un Français qui travaille pas bien de cette manière-là, ça peut être un Slovaque. Bonsoir. J'avais des questions. Dans ce principe de remote, j'imagine que les gens ont la capacité de partir du pays dans lequel ils sont pour aller dans d'autres. Et si oui, est-ce qu'il y a un outil qui permet de savoir un petit peu où sont les gens et dans quelle time zone ils sont pour possiblement faciliter les échanges? Alors aujourd'hui, on n'autorise pas le digital nomadisme. D'ailleurs, je l'ai même pas dit, mais c'était un peu le côté extrême du remote. C'est le truc où tu commences à dire ok, tout le monde peut être n'importe où et peut bouger quand il veut, etc. Une décision qu'on a prise, peut-être qu'on changera à un certain moment, c'est de dire tu peux bouger, mais seulement si tu es sûr que lundi matin, tu as une super connexion, tu as Zoom à Bâle et tu n'as aucun problème si tu es dev pour développer. Et du coup, en fait, on n'a pas trop ce problème, c'est-à-dire que je sais très bien où est tout le monde parce que c'est leur lieu de vie, quoi. Donc c'est voilà. Une dernière question. Bonsoir Chantal. En fait, je suis aux ressources humaines et j'ai des salariés en remote en Afrique du Sud, au Kenya, en Chine, en Angleterre.
Et j'ai toujours cette complexité avec mes gars en remote en France, d'un point de vue légal, responsabilité, la sécurité de l'employeur, enfin des salariés, etc. Comment tu gères ce côté-là? Cet aspect juridique, est-ce que tu vas voir chez les gens, notamment comme tu gères des gens français, est-ce que tu vas chez eux, voir dans quelles conditions ils travaillent, est-ce qu'ils sont à côté de la machine à café? Cette responsabilité qui est quand même pas anodine, comment tu la gères? C'est une problématique de boîte de plus de 100 personnes, je pense. Non. Alors moi, oui, on est 50 mondes. Non, mais attention, je dis pas que c'est pas une vraie problématique, hein. C'est plus que c'est une problématique en fait qui malheureusement aujourd'hui, si on avait quelqu'un en RH, c'est une personne qui s'en occuperait, mais on n'a juste pas le temps de regarder ça. En fait, moi je sais très bien où travaille tout le monde. Et ce qu'on fait par contre, c'est qu'au niveau du setup de travail, en fait, on encourage la plupart des personnes à travailler dans des espaces de coworking, ne serait-ce que parce qu'au niveau de la connexion internet, c'est généralement là où il y a la meilleure connexion. Et à prendre des desks fixes. Donc évidemment, nous, on paye ça, c'est pris en compte pour tout le monde. Et ça nous permet de savoir, je sais que en fait, la plupart des personnes sont chez des espaces comme Morning ou chez WeWork, que chez Morning. C'est pas ouvert à Dublin. Non, c'est ça, oui. Mais non, mais pour ceux sur Paris, évidemment, chez Morning. Mais voilà. Donc je sais où ils travaillent. C'est vrai que c'est le genre de choses. Mais c'est quelque chose, si vous grandissez, qu'il va peut-être falloir. Ouais. Définitivement. Ouais. Merci beaucoup. Bravo.